Le télégramme arriva au ministère de la Guerre à Washington un mardi matin de février 1942 et en quelques heures il avait été classifié, copié et distribué à chaque officier d'artillerie détenteur d'une habilitation secrète. Le message était simple et dévastateur. Des unités blindées britanniques en Afrique du Nord avaient engagé les forces allemandes près d'un endroit appelé Bir Hakeim. Et les résultats avaient été catastrophiques. Les chars Matilda, qui avaient autrefois semblé invincibles face aux blindés italiens, n'étaient plus que des carcasses en flammes éparpillées à travers le désert. Les Allemands avaient une nouvelle arme, quelque chose qui perçait l'acier britannique comme s'il s'agissait de carton mouillé, quelque chose qui laissait des trous d'entrée parfaitement circulaires, aux bords si nets qu'ils semblaient usinés plutôt que fondus. Les Britanniques l'appelaient le doigt du diable. Les Américains apprendraient bientôt à l'appeler par son nom allemand, Panzergranate 40. Dans un laboratoire exigu du terrain d'essai d'Aberdeen, dans le Maryland, un jeune métallurgiste nommé Harold Rosenberg tenait dans ses mains gantées un fragment de munitions allemandes et essayait de comprendre ce qu'il regardait. Le fragment avait été récupéré d'un char britannique, détruit et expédié à travers l'Atlantique à grands frais et au prix de risques considérables. Il était petit, pas plus grand qu'un bout de crayon, mais il était extraordinairement lourd. Rosenberg le plaça sur une balance de précision, la mesure de densité le fit vérifier ses instruments 2 fois. Ce n'était pas de l'acier, ce n'était pas du fer, c'était quelque chose de tout à fait différent. Le fragment était du carbure de tungstène. Rosenberg connaissait le matériau. Chaque métallurgiste en Amérique le connaissait, du moins en théorie. Le carbure de tungstène était un composé de tungstène et de carbone frités ensemble, à des températures et des pressions extrêmes pour créer l'une des substances les plus dures connues de la science. Il était utilisé dans les outils de coupe, dans les équipements miniers, dans les filières qui étiraient le fil de cuivre pour les câbles électriques. Mais personne, dans la communauté de l'artillerie américaine, n'avait sérieusement envisagé de l'utiliser dans les munitions. Le matériau était trop cher, trop difficile à usiner, et surtout, trop rare. L'Amérique possédait des mines de tungstène au Nevada, en Californie et au Colorado, mais les quantités produites étaient loin d'être suffisantes pour un usage militaire à l'échelle que la guerre exigerait. Les Allemands avaient apparemment résolu ce problème, ou du moins ils l'avaient suffisamment résolu pour équiper leurs canons anti-chars de munitions capables de vaincre tout blindage que les Alliés possédaient. Rosenberg rédigea son rapport cette nuit-là, travaillant jusqu'à l'aube pour compiler les spécifications techniques qu'il avait déduites du fragment. Ses conclusions étaient brutales. La munition allemande PZGR-40 utilisait un pénétrateur sous-calibré en carbure de tungstène enveloppé dans un corps léger en alliage d'aluminium. Lorsque la munition frappait le blindage, l'enveloppe extérieure souple se déformait et se détachait, tandis que le noyau dense en tungstène continuait sa course à une vitesse considérable, concentrant toute son énergie cinétique en un seul point d'impact. La physique était élégante et brutale. Plus le pénétrateur était dense, mieux il conservait sa vitesse. Plus le pénétrateur était dur, moins il se déformait à l'impact. Le carbure de tungstène était à la fois dense et dur. Il était en fait presque parfaitement adapté à la tâche de détruire des chars. Le problème était que l'Amérique ne disposait pas de suffisamment de tungstène pour mener une guerre. Ce n'était pas entièrement un accident de géologie. L'Amérique possédait des gisements de tungstène, bien qu'ils fussent modestes comparés aux vastes réserves de la Chine, qui à cette époque produisait plus de la moitié de l'approvisionnement mondial. Mais la véritable raison pour laquelle l'industrie américaine manquait de capacité en carbure de tungstène n'était pas la géologie. C'était un accord commercial qui avait été signé dans les salles de conseil d'administration de 2 entreprises séparées par un océan et unies par un désir commun de profit. En 1928, la Friedrich Krupp Aktiengesellschaft d'Essen en Allemagne et la General Electric Company de Schenectady, dans l'État de New York, avaient conclu un accord qui allait façonner le cours de la guerre que ni l'une ni l'autre des entreprises ne pouvaient encore imaginer. Krupp détenait les brevets fondamentaux sur la production commerciale du carbure de tungstène sémenté, un matériau qu'il commercialisait sous le nom de marque Widia, abréviation de Widiamant, c'est-à-dire comme le diamant. General Electric, par l'intermédiaire de sa filiale, la Carboloy Company,
avait développé des procédés concurrents qui auraient pu contester les brevets de Krupp devant les tribunaux. Au lieu de se battre, les deux entreprises choisirent de coopérer. Elles se partagèrent le monde. Selon les termes de leur accord, Krupp contrôlerait la vente du carbure de tungstène partout, sauf aux États-Unis et au Canada, qui appartenait à General Electric. En échange, GE s'abstiendrait d'exporter des produits en carbure de tungstène vers tout pays situé sur le territoire de Krupp. L'effet pratique de cet arrangement était que l'industrie américaine devint presque entièrement dépendante de Carboloy pour l'outillage en carbure de tungstène, et Carboloy, libéré de la concurrence, augmenta ses prix en conséquence. Avant l'accord, le carbure de tungstène se vendait environ $50 la livre. Après l'accord, Carboloy facturait $450 la livre, soit une augmentation de près de 900%. À ces prix, peu de fabricants américains pouvaient se permettre d'équiper leurs usines avec des outils en carbure de tungstène. Ils se contentaient d'alternatives inférieures, des outils à pointe de molybdène qui s'usaient plus vite, de l'acier rapide qui nécessitait un remplacement plus fréquent. L'industrie allemande, en revanche, avait un accès abondant au carbure de tungstène à des prix reflétant les conditions d'un marché concurrentiel. Lorsque la guerre commença, les ateliers d'usinage allemands étaient équipés d'outils de coupe qui duraient 10 fois plus longtemps que leurs homologues américains. Les usines de chars allemandes produisaient des véhicules avec une précision que les usines américaines ne pouvaient égaler, et les usines de munitions allemandes produisaient des obus anti-chars capables de détruire tout véhicule allié qu'ils rencontraient. En avril 1942, alors que le rapport de Rosenberg circulait au ministère de la Guerre, le Sénat des États-Unis convoqua une audience spéciale pour enquêter sur le monopole de Carboloy. La commission Truman, dirigée par le sénateur Harry S. Truman du Missouri, convoqua les dirigeants de GE pour témoigner de leurs arrangements avec Krupp. Les témoignages furent accablants. Des lettres furent versées au dossier montrant que les dirigeants de GE consultaient Krupp pour déterminer quelles entreprises américaines devaient se voir refuser des licences de production de carbure de tungstène. Des mémorandums documentaient des accords visant à fixer les prix et à restreindre la production. Une pièce à conviction particulièrement inflammatoire était une communication dans laquelle Krupp ordonnait à GE qu'il lui était interdit d'exporter du carbure de tungstène vers l'Union soviétique, un message qui avait été envoyé en 1939 alors que l'Union soviétique n'était pas encore un ennemi de l'Allemagne. Les dirigeants de Carboloy nièrent tout acte répréhensible. William J. Robbins, le président de l'entreprise, se présenta devant la commission et déclara qu'il refusait d'être qualifié d'antipatriotique. Les sénateurs ne furent pas impressionnés. Le sénateur Truman nota sèchement que l'arrangement de GE avec Krupp avait entraîné une pénurie drastique de carbure de tungstène à un moment où les forces américaines avaient besoin de chaque avantage possible. Le rapport final de la commission conclut que l'accord de cartel avait retardé le développement de l'industrie américaine de la machine-outil et avait laissé les États-Unis mal préparés aux exigences industrielles de la guerre moderne. Mais la condamnation du Congrès ne vaincrait pas les chars allemands. Quelque chose de plus pratique était nécessaire. La solution commença à prendre forme dans un entrepôt reconverti à la périphérie de Détroit, où une équipe d'ingénieurs du département de l'artillerie avait été chargée de développer des munitions perforantes américaines capables de rivaliser avec la PZGR-40 allemande. Le chef d'équipe était un homme discret nommé Ralph Palmer, qui avait passé la décennie précédente à concevoir des composants de moteurs automobiles pour Chrysler. Il ne connaissait rien à la guerre blindée lorsqu'il arriva à Détroit. En 6 mois, il allait devenir l'un des plus grands experts du pays en balistique terminale. La première tâche de Palmer fut d'acquérir suffisamment de carbure de tungstène pour mener des expériences significatives. Cela s'avéra presque impossible. La Carboloy Company était légalement tenue de fournir à l'armée toutes les quantités nécessaires, mais nécessaire était un terme flexible, et la demande civile en outils de coupe ne s'était pas évaporée simplement parce qu'une guerre était en cours. Palmer se retrouva en concurrence pour les allocations de tungstène avec des usines automobiles reconverties pour la production de chars, des usines aéronautiques construisant des bombardiers et des chantiers navals construisant des destroyers. Tout le monde avait besoin de carbure de tungstène. Personne n'en avait assez.
En désespoir de cause, Palmer contacta le conseil de la production de guerre et demanda l'autorisation de rechercher des sources alternatives. Le conseil accéda à sa demande et lui fournit une liste d'entreprises susceptibles de fournir du tungstène brut ou des composés de tungstène. La plupart des noms sur la liste étaient des exploitations minières en Amérique du Sud, où des gisements de tungstène avaient été identifiés mais pas encore développés. Un nom, cependant, attira l'attention de Palmer. C'était une petite entreprise de Cleveland, dans l'Ohio, qui prétendait avoir développé un nouveau procédé de production de carbure de tungstène à partir de déchets industriels recyclés. L'entreprise s'appelait la Metallurgical Products Company, et son fondateur était un immigrant hongrois nommé Philip McKenna. McKenna était arrivé aux États-Unis en 1935 avec un diplôme d'ingénieur métallurgiste de l'Université technique de Budapest et la conviction que l'industrie américaine gaspillait d'énormes quantités de matériaux précieux. Il avait passé les années suivantes à développer des techniques de récupération du tungstène à partir d'outils de coupe usés, de poussière de meulage et d'autres flux de déchets industriels. En 1941, sa petite usine produisait plusieurs centaines de livres de carbure de tungstène recyclés par mois. Une quantité dérisoire selon les normes du temps de guerre, mais la preuve que le procédé fonctionnait. Palmer visita l'usine de McKenna en mars 1942 et repartit avec un contrat dans sa mallette. Le Conseil de la production de guerre financerait une expansion immédiate des opérations de McKenna, et McKenna consacrerait toute sa production aux applications militaires. En 6 mois, la Metallurgical Products Company était passée de 12 employés à plus de 200. En 1 an, elle produisait plus de carbure de tungstène que n'importe quelle installation du pays, à l'exception de Carboloy elle-même. Mais le tungstène seul ne gagnerait pas les batailles. Les Allemands n'avaient-ils pas simplement découvert un nouveau matériau? Ils avaient inventé un nouveau type de munition qui exploitait les propriétés uniques de ce matériau. Les ingénieurs américains allaient devoir concevoir leur propre version à partir de zéro. La première tentative américaine de munitions perforantes à noyau de tungstène fut désignée T-30. C'était un projectile de 37 mm, destiné aux canons anti-chars montés sur les chars légers et les automitrailleuses. La conception était simple. Un petit cylindre de carbure de tungstène, d'environ le diamètre d'un crayon, enveloppé dans un corps en aluminium embouti. Une fois tiré, le projectile était censé atteindre une vitesse initiale d'environ 2900 pieds par seconde, suffisamment rapide, selon les calculs de Palmer, pour percer le blindage frontal d'un Panzer III aux distances de combat. Les premiers tirs d'essai furent effectués à Aberdeen en août 1942. Les résultats ne furent pas encourageants. Sur 20 obus tirés, 7 se brisèrent à l'impact, sans pénétrer la plaque cible. 3 autres basculèrent en vol et frappèrent en Mike la cible sous des angles obliques, produisant des étincelles spectaculaires, mais aucune pénétration. Seuls 10 obus fonctionnèrent comme prévu, et même ceux-là montrèrent une variabilité significative dans leurs effets terminaux. Palmer recueillit les fragments et les étudia au microscope. Les noyaux de carbure de tungstène se fissurèrent le long des limites cristallines, se brisant sous la contrainte de l'impact au lieu de percer d'un seul bloc. Le problème, fini par déterminer Palmer, n'était pas le carbure de tungstène lui-même, mais la méthode par laquelle il avait été lié au corps en aluminium. Le processus de fabrication nécessitait de chauffer les composants à des températures extrêmement élevées, ce qui provoquait une dilatation différentielle entre le noyau de carbure et l'enveloppe en aluminium. Lorsque l'assemblage refroidissait, des contraintes microscopiques se développaient à l'interface entre les deux matériaux. Sous le choc de l'impact, ces contraintes provoquaient la fracture catastrophique du carbure. Palmer passa l'automne 1942 à expérimenter différentes méthodes de liaison. Il essaya le brasage fort, le brasage tendre, les ajustements par interférence mécanique et diverses combinaisons de ces techniques. Il consulta des spécialistes en ingénierie céramique, en métallurgie des poudres et en chimie des hautes températures. Il lut chaque article technique qu'il put trouver sur les propriétés du carbure de tungstène et le comportement des matériaux composites sous chargement par choc. Progressivement, péniblement, il développa une compréhension de ce qui se passait à l'intérieur de ces munitions et de la manière de l'empêcher.
La percée survint en janvier 1943 lorsque Palmer découvrit qu'une fine couche de cuivre déposée entre le noyau de carbure de tungstène et le corps en aluminium pouvait absorber les contraintes différentielles sans les transmettre au carbure fragile. Le cuivre agissait comme un coussin, se déformant plastiquement sous la charge tandis que le carbure restait intact. Lorsque Palmer testa cette nouvelle conception, les résultats furent considérablement améliorés. Sur 20 obus tirés, 18 pénétrèrent à bord la plaque cible proprement. Les noyaux de tungstène émergeaient de l'autre côté du blindage presque intact, ayant percé un acier qui aurait arrêté n'importe quel obus conventionnel. La nouvelle conception fut désignée T4, plus tard standardisée sous le nom de M93 HVAP, perforant à haute vitesse. La production commença au printemps 1943, mais les quantités étaient dérisoires. Le tungstène restait rare malgré l'opération de recyclage de McKenna et les efforts désespérés pour développer de nouvelles mines dans le sud-ouest américain. Le Conseil de la production de guerre calcula que même si chaque source disponible de tungstène était entièrement consacrée à la production de munitions, les États-Unis ne pourraient en produire plus de 50 000 obus H4AP par mois. Cela semblait un nombre élevé jusqu'à ce que l'on considère que l'armée prévoyait d'avoir plus de 10 000 chars au combat d'ici la fin de 1944 et que chaque char transportait une dotation en munitions d'environ 70 obus. La décision d'allocation fut brutale mais logique. Les obus HVAP seraient réservés aux bataillons de chasseurs de chars dont la mission spécialisée était la chasse aux blindés ennemis. Les unités de chars régulières continueraient à recevoir des munitions perforantes standard à noyau d'acier, des obus qui étaient adéquates contre les Panzer III et IV, mais de plus en plus inefficaces contre les nouveaux Panther et Tigre que les usines allemandes produisaient en nombre croissant. Les équipages de chars devraient se contenter de munitions inférieures et de tactiques supérieures. Ils devraient surtout compter sur des manœuvres de flanquement, un appui d'artillerie coordonné et la pure supériorité numérique que la capacité industrielle américaine fournissait. Ils devraient accepter des pertes que de meilleures munitions auraient été pu éviter. Les premiers obus HVA et T atteignirent le théâtre d'opération européen en septembre 1944, juste à temps pour la bataille d'Haracourt. L'engagement eut lieu dans la région de Lorraine, dans l'est de la France, où des éléments de la 3e armée de Patton avaient établi une tête de pont sur la Moselle. Les Allemands contre-attaquèrent avec 2 brigades blindées, équipées principalement de chars Panther, des véhicules qui surpassaient le M4 Sherman dans presque tous les domaines mesurables. Le canon de 75 mm du Panther pouvait percer le blindage d'un Sherman à des distances dépassant 1 mile. Le canon de 75 mm du Sherman pouvait à peine érafler le blindage frontal d'un Panther à bout portant. Le commandant américain à Haracourt était le colonel Bruce Clark, un diplômé de West Point qui avait passé les 2 années précédentes à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la guerre blindée. Clark savait que ces Sherman ne pouvaient pas vaincre des Panthers dans un duel d'artillerie frontale, alors il refusa d'en livrer un. Au lieu de cela, il utilisa le terrain, des collines ondulantes couvertes d'un épais brouillard matinal, pour positionner ses chars en embuscade là où il pourrait engager les Panthers par le flanc ou l'arrière. Il déploya ses chasseurs de chars, équipés des précieux obus HVAP, à des points de passage obligés où les blindés allemands devraient passer. La bataille dura 11 jours. Quand elle fut terminée, les Allemands avaient perdu près de 200 véhicules blindés, dont plus de 100 Panthers. Les Américains avaient perdu moins de 30 chars. Les obus HA-SAMF AP s'étaient révélés décisifs à des moments critiques, permettant aux tireurs américains de percer le blindage des Panthers à des distances où les munitions conventionnelles auraient rebondi sans dommage sur la plaque glacieuse inclinée. Mais la véritable leçon d'Haracourt ne concernait pas les munitions. Elle concernait la tactique, l'entraînement et la volonté de combattre intelligemment quand on ne pouvait pas combattre. À armes égales. Les équipages de chars allemands à Haracourt avaient de meilleurs véhicules et des canons plus puissants. Ce qui leur manquait, c'était l'expérience, le renseignement sur les positions américaines et la flexibilité pour s'adapter quand leurs attaques initiales échouaient,
et ils avançaient en formation ordonnée à travers le brouillard, présentant leur blindage latéral à des tireurs américains qui avaient passé des mois à s'entraîner exactement à ce type d'embuscade. Ils combattaient comme si un équipement supérieur garantissait la victoire. Ils moururent dans leur Panther, brûlant dans des véhicules qui auraient dû être invincibles. Les noyaux de carbure de tungstène qui perçaient l'acier des Panzers étaient importants. Ils donnèrent aux équipages de chars américains une capacité qui leur avait auparavant fait défaut, la capacité de vaincre les blindés lourds allemands aux distances de combat d'un seul tir bien ajusté. Mais les noyaux seuls ne gagnaient pas les batailles. Ce qui gagnait les batailles, c'était l'intégration de ces noyaux dans un système de guerre plus large qui incluait la reconnaissance, les communications, l'appui aérien, la coordination de l'artillerie et la sagesse tactique durement acquise de commandants qui comprenaient qu'à la guerre, le camp qui s'adapte le plus vite l'emporte généralement. Après la guerre, lorsque les archives furent ouvertes et que toute l'étendue du cartel GE Krupp devint de notoriété publique, il fut question de poursuites et de sanctions. Le ministère de la Justice assembla un dossier qui documentait dans le moindre détail comment les deux entreprises avaient conspiré pour restreindre l'accès américain à un matériau de guerre critique. En 1947, l'affaire fut enfin portée devant les tribunaux. L'accusation présenta ses preuves, la défense présenta ses excuses. Le jury délibéra pendant plusieurs jours, puis rendit un verdict de culpabilité sur plusieurs chefs d'accusation de violation des lois antitrust. La sanction fut une amende. General Electric paya $40,000. Les dirigeants individuels qui avaient négocié les accords de cartel reçurent des peines, avec sursis et des expressions de mécontentement judiciaire. Personne n'alla en prison. La carrière de personne ne fut ruinée. La guerre était finie. La victoire acquise et le pays était impatient d'avancer vers un avenir qui promettait prospérité et paix. Le scandale du tungstène devint une note de bas de page dans des histoires qui se concentraient sur les batailles, les généraux et la grande fresque de la stratégie. Les ingénieurs qui avaient résolu le problème du tungstène furent oubliés, leur contribution absorbée dans la masse anonyme de la puissance industrielle américaine que les manuels invoquèrent sans explication. Mais quelque part dans les archives du département de l'artillerie de l'armée, il y a une boîte de documents qui raconte une histoire différente. Il y a des notes de Ralph Palmer décrivant sa frustration face au prix de Carboloy et son exaltation lorsque le procédé de recyclage de McKenna s'avéra viable. Il y a des rapports d'essai d'Aberdeen montrant la progression du T-30 qui avait échoué, OM-93 qui fut un succès. Il y a des calendriers de production et des tableaux d'allocation et des rapports d'après-action d'Harcourt et d'une douzaine d'autres batailles où les obus HVAP firent la différence entre la victoire et la défaite. Et il y a une lettre datée de novembre 1944 d'un commandant d'équipage de chasseurs de chars nommé sergent-chef James Riley. L'unité de Riley avait été équipée du nouveau M18 Hellcat, un véhicule rapide et légèrement blindé dont le seul avantage sur les chars allemands était son canon à haute vitesse et les munitions H2G forme AP que ce canon pouvait tirer. Dans sa lettre, Riley décrit un engagement près de la frontière allemande au cours duquel son équipage détruisit un char Panther d'un seul obus à une distance de 800 yards. La Panther avait avancé vers une position d'infanterie américaine, son canon de 75 mm pivotant pour engager le combat. Le tireur de Riley envoya un obus perforant à grande vitesse à travers la face de la tourelle de la Panther. Le noyau de tungstène transperça 120 mm de blindage et fit détonner les munitions prêtes à l'emploi à l'intérieur. La Panther explosa. « Nous ne savions pas ce que contenaient ces obus, » écrivit Riley. « Ils nous ont dit qu'ils étaient spéciaux. Ils nous ont dit de les garder pour les urgences. Quand j'ai vu ce que cet obus a fait à cette Panther, j'ai compris pourquoi ils étaient si difficiles à obtenir. » Quelqu'un, quelque part, avait trouvé comment enfoncer un poing à travers l'acier. Je ne sais pas qui ils étaient, je ne les ai jamais rencontrés, mais je suis en vie grâce à ce qu'ils ont construit. Philip McKenna fonda par la suite Kenna Metal Incorporated, qui devint l'un des plus grands fabricants de produits en carbure de tungstène au monde. Ralph Palmer retourna dans l'industrie automobile après la guerre et passa le reste de sa carrière à concevoir des composants de moteurs.
Harold Rosenberg, le métallurgiste qui analysa le fragment de PZG-R, 40 allemand, devint professeur au MIT et forma toute une génération de spécialistes des matériaux. Aucun d'entre eux ne devint célèbre. Aucun d'entre eux ne reçut de médaille, de monument ou la reconnaissance que les historiens militaires réservent aux commandants et aux stratèges. Mais ils remportèrent une bataille qui se livra dans des laboratoires et des usines, dans des centres de recyclage et des terrains d'essai, dans ces espaces où la physique rencontrait l'ingénierie et où l'ingénierie rencontrait les exigences brutales de la guerre. Ils prirent un problème qui semblait impossible. L'Amérique n'avait pas de tungstène, et ils trouvèrent un moyen de le contourner. Ils inventèrent, adaptèrent, improvisèrent et livrèrent. Ils mirent des noyaux en carbure de tungstène entre les mains des équipages de chars américains qui en avaient besoin pour survivre. La guerre fut gagnée avec de nombreuses armes, des fusils et de l'artillerie, des bombardiers et des cuirassés, du courage et des sacrifices, à une échelle qui défie l'entendement. Mais parmi ces armes se trouvaient de petits cylindres de métal frités, pas plus grands que le doigt d'un homme, qui fendaient l'air à 3000 pieds par seconde et perçaient des trous dans le blindage des panzers. Ces cylindres furent fabriqués par des hommes dont l'histoire a oublié les noms, à partir de matériaux que l'Amérique n'était pas censée posséder, selon des procédés qui durent être inventés sous pression et perfectionnés dans l'urgence. Ils l'appelèrent le doigt du diable quand il était dirigé contre eux. Quand les Américains le renvoyèrent, ils l'appelèrent tungstène, laine de carbure, autant de noms pour un métal plus dur que le diamant et plus rare que l'or. Ils l'appelèrent le grand égalisateur, le tueur de panthères, l'obus qui donnait à un Sherman une chance contre un tigre. Ils l'appelèrent de bien des façons, mais la plupart du temps, ils l'appelaient simplement des munitions. Et ils auraient aimé en avoir